Moi, par exemple, mon père, il était planteur à Gagnois. Il a pris ma mère à l'âge de 16 ans. Il a vécu 10 ans. Il disait que ma mère ne faisait pas d'enfant. Au moment où il a vu en 46 qu'elle était en grossesse, il a foutu dehors. Moi, je suis parti plusieurs fois en France, je pouvais le rechercher. Mais deux fois dans mon cœur ici, je voulais l'assassiner. Non, mais c'est vrai. En créant le foyer des métis, c'est nous envoyer à l'abattoir parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient déjà légalisé ce système. Faites des enfants et puis on va les mettre au foyer des métis. C'est tout. Moi, par exemple, je me considère comme une victime de la colonisation. Et il faut qu'on nous dédommage. Tout le monde. Et quand Philippe Meyer ressort les photos de famille, il en tremble de colère. Ses parents vivaient dans une plantation de Soubré au sud du pays. Sa mère a été chassée alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Il a été élevé comme beaucoup de ses gamins par la grand-mère maternelle. Les descendants de colons refusent qu'on les qualifie de bâtards, pas même d'orphelins. Mais le droit colonial en avait fait des sujets, pas des citoyens. L'administration coloniale renforce ces discriminations par des pratiques locales qui compliquent l'état civil. À Bingerville, par exemple, l'admission au foyer était conditionnée par l'abandon du nom du père. Même pour ceux qui avaient été reconnus, on le remplaçait souvent par le prénom de la mère. Vous trouverez des noms féminins sur des hommes métis, ce qui est illogique. J'ai un essai de naissance avec père inconnu. Mais j'ai le nom de mon père comme prénom. J'ai des terres en France, mais je ne suis pas français. Que j'ai acquis par héritage de mon père. Il ne m'a jamais abandonné. Mais seulement, il ne savait pas où aller. Je vous dis, il était dans la forêt. Il coupait des billes, il plantait du cacao. Quant au président de l'association, dont le père a fait la guerre d'Indochine, il n'est pas non plus français. Mais comment peut-on, j'allais dire, nier l'identité même de ces personnes-là alors qu'ils avaient des droits? Nous étions pupilles. Nous étions pupilles de l'État français. C'était avant les années 60 de l'indépendance. Nous étions pupilles de l'État, donc enfants français. Et donc, si nous sommes les enfants de la France, comment pouvons-nous ne pas être français? C'est une aberration. C'est une aberration. Donc, nous revendiquons et nous voulons qu'on nous reconnaisse nos droits. Derrière le président, une dame garde le silence. Jeanne, 77 ans, en a pourtant lourd sur le cœur, car ses droits, son identité, ont aussi été bafoués. Ça, c'est une plantation d'EBA. Mais nous, on n'a pas connu ça. Hein. Du temps des colons, EBA, ça n'existait pas. Avant, il y avait du café, du cacao, des avocats. Elle le sait, car c'est ici qu'elle est née, sur cette plantation de 2000 hectares, tout près du village de sa mère, qui était la domestique de l'un des plus grands propriétaires agricoles français du pays. Envahie par la brousse, il ne reste plus grand-chose de la maison de sa famille française, où elle allait parfois passer le week-end. On descendait, ça faisait une pente, voilà. La terrasse était là. Et la famille maternelle est toujours là, prête à raconter une histoire que personne n'a écrite. Et lui, son grand-père, il était le chauffeur du gouverneur de l'époque. Et ma mère, qui avait un peu tapé dans l'œil, comme on dit vulgairement, au blanc, il avait souhaité avoir ma mère comme une femme pour passer le temps, parce que bon, autrefois, on ne peut pas dire que les colons se mariaient, c'était rare. Sous la contrainte des menaces, il a accepté de donner sa sœur. Et c'est comme ça que je suis née. J'ai été un petit peu ballottée à droite, à gauche. On me laissait chez des amis pendant 1 an.
il allait faire de la politique. Après, il se souvenait qu'il avait laissé une fille quelque part. Il venait me récupérer. Jeanne avait été reconnue par la famille Reynard, dont l'un des membres était ex-conseiller territorial, président des anciens combattants. Sa famille française l'avait placée au foyer des Métis à l'âge de 7 ans, une famille très aisée, qui avait même financé la construction de la piscine de l'orphelinat. Mais à sa sortie de l'établissement, Olivier Reynard et son frère Jean avaient quitté la Côte d'Ivoire. Elle n'a jamais pu obtenir la nationalité française. Personne ne lui a jamais donné aucun détail sur cette famille paternelle qui était pourtant l'une des familles françaises les plus connues de l'avant-guerre. Jeanne s'est aperçue très tard qu'elle n'est autre que la petite fille de Théodore Reynard, ancien député de Savoie, lié aux familles Camondo et Rothschild, propriétaires de villas et de châteaux. Loin des châteaux, dans la colonie Côte d'Ivoire, hommes et femmes étaient réquisitionnés pour travailler dans les plantations ou dans les infrastructures. Le duvet soyeux qui recouvre les graines du cotonnier est cueilli par les femmes et les enfants chez les indigènes. Le travail forcé a duré jusqu'en 1946. Partout, les gardes coloniaux cherchaient des bras valides. Chaque village devait donner au moins 10 personnes. Et les colons s'appropriaient aussi des femmes pour s'occuper de leur maison. Elles tombaient souvent enceintes et étaient parfois contraintes d'avorter ou de changer de village. Sexe, race et colonie, le sujet est encore bien tabou dans l'histoire officielle française. Un collectif d'historiens a pourtant récupéré des milliers d'illustrations. Rares sont les pères qui, comme celui-là, assument pleinement ces enfants de couleur. Mais les photos des domestiques concubines sont en revanche très nombreuses. Ces femmes de blanc étaient très appréciées, car elles permettaient, disait-on, d'éviter les maladies vénériennes. C'est en tout cas ce que conseillait le docteur Jacobus, un haut fonctionnaire colonial qui prétendait avoir 30 ans d'expérience en la matière. Publié en 1893, son ouvrage « L'amour aux colonies » a été réédité 37 fois. C'est une sorte de bréviaire raciale et sexuelle. D'abord pour expliquer à ces braves colonisateurs que ce qu'ils font aux colonies n'est en rien perturbant pour leur statut social s'ils ont une fiancée ou une épouse en France. Premier point, important. Vous ne trompez pas votre épouse en ayant comme concubine une jeune indigène. Deuxièmement, c'est une typologie raciale en fonction des populations. L'odeur, la corporalité, la peau, les pratiques sexuelles de chaque population. Et troisièmement, c'est une manière d'expliquer aussi comment s'y prendre. C'est une sorte de guide. Donc un jeune qui prend le bateau, il est déjà fabriqué dans sa matrice. Dans une France et une Europe corsetée à la fin du 19e, où le corps des femmes n'est pas visible, où quelque part il y a peu d'espace pour libérer, entre guillemets, sa sexualité, il sait déjà que là-bas ça va être possible. C'est ça les colonies. C'est ça que fabrique cette matrice. Elle fabrique en fait un espace, entre guillemets, paradis sexuel, qui est un enfer pour ceux qui le subissent, où le corps de l'autre, comme la terre, appartient en fait aux colonisateurs. De ces safaris sexuels, des familles parallèles se constituaient en secret, loin de la métropole. Combien d'enfants sont-ils nés dans les plantations de bananes? Personne ne le saura jamais, mais les lettres écrites sur le papier en tête de la famille de Jeanne en disent long sur le quotidien de ces années-là. J'ai depuis 1 an et demi un petit garçon de 12 ans, métis, qui s'est trouvé un jour abandonné. Nous avons gardé ce petit dont nous ne connaissons pas le père, et maintenant il est définitivement avec nous. La récolte sera bonne, j'ai placé un jeune métis qui s'en occupe fort bien. C'est le fils d'un de mes amis qui a 18 ans et est très bien dressé. J'ai un autre protégé qui est actuellement mobilisé en Afrique du Nord. C'est un autre métis que j'ai connu à Dimbokro. Tu vois, j'ai de quoi m'occuper. Jeanne est originaire de Tiasalé, là où les premiers colons se sont installés. Elle va régulièrement sur la tombe de sa mère dont elle s'est occupée toute sa vie. Ça, vraiment, on en veut à la France. Hein. On en veut à la France parce qu'ils nous ont parqués dans un foyer des métis, dans une institution. Oui, c'est le pays qui nous a abandonnés, c'est le pays qui n'a rien fait pour nous. C'est tout. Et ça fait mal. Quand on connaît l'histoire après, ça fait mal.
Bien éduqués, ces métis se sont plutôt bien intégrés à la société ivoirienne, mais il n'en reste pas moins